Vendredi 7 mai 2021, vous êtes sur Canal 3, c'est votre journal de la mi-journée. Voici les titres de cette édition. Deux enseignants-chercheurs se prononcent sur les actions de l'actuelle mandature de la Sénat. L'équipe présidée par Emmanuel Thiando déposera le tablier dans quelques mois. Comment a-t-elle assuré sa mission républicaine au regard de fins observateurs? On en parle dans un court instant. Le don offert par un musulman doit-il faire objet de médiatisation? Quelles sont les exigences de l'islam en la matière? Que doit faire un donateur pour bénéficier de tous les avantages liés à l'acte posé? Notre rédaction s'est intéressée au sujet. Élément de réponse dans un court instant. Signature de convention d'amitié entre la Fondation Benoît Zocli et l'Union sportive de Gasny, un club de football français. Les accords de partenariat ont été scellés à Riowé dans le département du Mono. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous suivre. L'actuelle équipe de la Sénat présidée par Emmanuel Thiando sera en fin de mission le 13 juillet prochain. Quel bilan peut-on faire de cette mandature? Il faut le rappeler, la Sénat joue un rôle important dans l'organisation des différentes élections. Elle assure une mission républicaine et des spécialistes lui reprochent de ne pas respecter l'impartialité requise dans le traitement des dossiers. Deux enseignants-chercheurs se prononcent sur le sujet. Je vous invite à les suivre. La Sénat qui vient de finir son travail et qui s'apprête à déposer son tablier est une première expérience d'une Sénat institutionnalisée dans notre pays. Par le passé, nous avons souvent connu des Sénats mis en place, des Sénats ad hoc, mis en place à l'approche des élections et qui sont dissoutes juste après l'organisation des élections. Mais aujourd'hui, nous avons cette Sénat-là qui est une institution qui est reconnue par notre Constitution, mais qui a fait un boulot. Un bon boulot, dirais-je. Toutefois, même s'il faut que je reconnaisse que dans son évolution, la Sénat n'a pas que frappé du point fort. C'est une Sénat qui a eu à montrer ses faiblesses et ses forces. Ses forces en conduisant au moins 3 élections qui contribuent à l'enracinement de la démocratie dans notre pays, quels que soient les commentaires que l'on puisse faire, mais également des points de faiblesse que cette Sénat laisse en héritage à la nouvelle équipe qui prendra la relève auprès d'elle. À l'observation de notre organe chargé de l'élection, de l'organisation des élections, nous avons eu à un moment donné à développer l'impression selon laquelle notre institution n'était plus impartiale. Elle était plus impartiale et il faut absolument que cette Sénat soit impartiale. Parce que notre démocratie, l'évolution de la démocratie, son enracinement dépend en grande partie de cette institution-là. Elle doit faire honneur à travers ces hommes qui l'animent, elle doit faire honneur à la République, elle doit contribuer significativement à l'enracinement de la démocratie que nous avons comme produit de rente que le Bénin peut vendre à l'extérieur auprès des organisations de la communauté internationale. On a vu que depuis la création de la Sénat en 1994, il y a de petites réformes qui ont été opérées, c'est-à-dire que du point de vue même de la composition de la Sénat, on a évolué. On a voulu faire en sorte que certaines sensibilités soient représentées et on est passé à une étape supérieure, à savoir la professionnalisation de la Sénat. Au regard des atouts qui étaient comme des passages obligés de la Sénat, à savoir la composition, l'institutionnalisation et la professionnalisation de la Sénat. À travers tout ça, on a constaté que cette Sénat, cette mandature reste l'ancrage de ces différents besoins que je viens d'énumérer. Et de ce point de vue-là, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits parce que justement, la Sénat a su organiser plusieurs élections au Bénin. Et de ce point de vue-là, c'est un acquis. Il ne faut pas perdre de vue que la Sénat reste un organe autonome.
bien qu'autonome, a besoin de ressources. Et il est arrivé des fois quand même où la Sénat, en tout cas selon les commentaires des citoyens, a donné l'impression d'être un peu tenaillé par certaines chapelles politiques. Et à partir de cet instant, on peut quand même retenir qu'il y a eu des avancées, il y a quand même des défis à relever. Il y a eu des défis, il y a encore des défis à relever pour que la Sénat reflète les aspirations qui ont été à la base de sa création. Dans le même registre, nous donnons la parole maintenant à l'un des précurseurs d'une Sénat permanente pour avoir travaillé au sein de la Commission électorale nationale autonome. Eh bien, il s'agit de Arlanzo Glélé. Le professeur Laouagné Athanas se dit fier et satisfait des changements qualitatifs intervenus dans la vie de l'institution. Il décerne une fière chandelle à l'équipe d'Emmanuel Tiando qui a su, selon lui, relever les importants défis en organisant des élections non contestées par les institutions chargées de veiller à la régularité du processus et dans l'esprit qui a prévalu à la mise en place d'une Sénat permanente. Je vous invite à suivre ces propos. J'ai été l'un de ceux-là qui ont proposé une Sénat permanente parce qu'il y avait des Sénats ad hoc et puis un secrétariat administratif permanent de la Sénat, dont d'ailleurs j'ai été le secrétaire administratif permanent pendant 2 ans, je crois. Et après ça, il y a eu une longue période où c'était le secrétariat administratif permanent, mais comment est-ce qu'on appelle, la Sénat n'était pas permanente. Heureusement aujourd'hui, puisque je l'avais souhaité, il y avait une commission à Anzo qui s'était penchée sur la question, et quand on m'avait posé la question, je leur avais dit que la meilleure chose à faire, c'est de faire de la Sénat une institution permanente et que ce ne soit plus une Sénat ad hoc où les gens viennent et repartent. Heureusement, pour moi, je dis heureusement, ça a été suivi. Et ça, je le réclame et je suis content de le réclamer. C'était mon vœu, et même si je n'ai pas été membre de cette Sénat permanente. Même si le côté financier continue de jouer un peu, ça n'a pas été tellement visible parce que en son temps, on allait à la Sénat pour s'en faire plein les poches. Et ce n'était pas autre chose que ça. Le Bénin a été ce qu'il a été et aujourd'hui, il est ce qu'il est. Et on peut se féliciter de ça. Qu'on n'a plus tout ça là, que ce n'est plus ces jeux de cache-cache ou bien des jeux d'intérêt, que c'est beaucoup plus la technicité qui joue. C'est plus intéressant. C'est vrai, et il n'y a pas cette institution, surtout la Sénat, qui était considérée en son temps comme le haut lieu de la politique politicienne, excusez-moi le terme, mais qui s'est finalement donné une ligne de conduite et qui a tenu cette ligne de conduite jusqu'au bout. Ce n'était pas donné, ce n'était pas gagné d'avance. Et ces 5 personnes, vraiment, je leur tire chapeau, ils ont fait du bon travail. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a eu que des exploits ou il y a des erreurs qu'on peut peut-être corriger avec la nouvelle Sénat qui va s'installer? Oui. Il y a eu des erreurs. Il ne pouvait d'ailleurs pas en être autrement. Le fait que les gens, parfois, à certains niveaux, à certains degrés, ne se comprennent pas parce que je suis représentant d'un tel parti politique, carrément. On a tendance à vouloir faire prévaloir les intérêts de ce parti politique sur les autres, ainsi de suite. Mais au finish, je dis que c'est bon. Est-ce que vous pensez que la Sénat a pu garder cette impartialité-là? On n'a pas reproché à la Sénat d'avoir mal organisé les élections. Pourtant, il y a des institutions qui sont chargées
contrôler la Sénat pendant l'organisation des élections. On n'a pas pu lui reprocher quelque chose. Vous venez donc de suivre le professeur Lawani Athanase qui a travaillé, l'un des précurseurs d'une Sénat permanente. Il a travaillé au sein de la commission Arlanzo Glele. Et ce journal se poursuit maintenant avec l'atelier de formation des cadres de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. La rencontre s'est déroulée à Lokossa dans le département du Mono et porte sur les techniques de plaidoyer en matière de santé, des droits sexuels et de la reproduction. Objectif, mobiliser les autorités communales autour de l'amélioration de la demande de l'offre de services en matière de santé sexuelle et reproductive et de la planification familiale. Retour sur l'ouverture des travaux avec Geoffroy Vincent. La direction exécutive de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, offre sur 3 jours à ses cadres, ici à Lokossa, chef-lieu du département du Mono, un espace de renforcement de capacité. La formation organisée au titre du projet de promotion de la planification familiale au Bénin porte sur les techniques de plaidoyer en matière de la santé, des droits sexuels et de la reproduction. L'objectif est de poursuivre les efforts de mobilisation de tous les acteurs autour de la question. Même s'il est vrai que grâce à ce projet, les 5 communes bénéficiaires disposent aujourd'hui de leur propre plan d'action et du financement pour la mise en œuvre de ces plans, il n'en devait pas moins que beaucoup reste à faire. En effet, une chose est d'élaborer un plan d'action, mais une autre en est de le mettre en œuvre convenablement. Les questions de planification familiale, comme vous le savez, se heurtent à de nombreux obstacles d'ordre religieux, ethnique, culturel, etc. Nous devons donc y aller avec beaucoup de tact afin d'atteindre les objectifs. Votre rôle en tant que cadre de la direction exécutive de l'ANCB est justement de conseiller et d'accompagner les communes dans l'accomplissement de leur mission auprès des populations à la base. Vous avez besoin d'être outillés pour répondre au mieux aux préoccupations qui vous seront posées. Voilà pourquoi nous avons décidé de vous convier à cette session de formation. Notre objectif est de renforcer vos capacités sur le plaidoyer afin de vous donner les moyens pour amener les autorités politico-administratives à davantage investir techniquement et financièrement sur les droits de santé sexuelle et reproductive et la planification familiale. Pendant la formation, les participants suivront notamment une présentation de la situation des droits sexuels et de reproduction et de la planification familiale au Bénin, une analyse des enjeux et défis de la santé, des droits sexuels et de la reproduction pour les communes. Ensuite, ils vont procéder à l'identification des axes prioritaires de plaidoyer à porter auprès des autorités politico-administratives. La formation devra accoucher d'un plan de plaidoyer à dérouler lors de l'atelier bilan du projet. Chers collaborateurs, voilà ainsi résumé le programme de la session de renforcement des capacités auquel nous vous avons conviés. Je vous invite à être assidus et à participer activement aux travaux. L'ANCB veut ainsi contribuer à l'accès des citoyens à des services et des informations sur la santé en matière de sexualité et de reproduction, ainsi que des moyens de contraception modernes. Dans son entreprise, elle bénéficie du soutien financier de la ville de Paris et de l'AIMF, l'Association internationale des mères francophones. Dans un tout autre registre maintenant, et je l'annonçais en titre, eh bien, selon vous, un musulman devrait-il ou non médiatiser ou faire savoir au grand public un acte de bienfaisance qu'il pose? Quelles sont les exigences de l'islam en cas de don à autrui? Que devrait-on retenir des différentes actions médiatisées des organisations musulmanes à caractère humanitaire? Le sujet a préoccupé notre rédaction. Suivez le reportage. L'ostentation est l'action d'étaler sa fortune au son mérite, une affectation destinée à faire remarquer quelque chose. Au-delà de cette explication, l'acte est défini par le dictionnaire Le Robert comme étant une mise en valeur excessive et indiscrète d'un avantage. Le fait est évident, mais rejeté par bien des religions, dont l'islam. En islam, ce qui est recommandé en faisant toute action, ce n'est pas seulement un don,
ou une aide, non. Toute action que l'on doit faire ne doit pas être divulguée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre cette pratique qui est que ce que je crains le plus pour vous, c'est le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala, mais cette association, elle est l'association mineure. Donc, quand les compagnons demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est quelle sorte d'association ça? Ils ont dit que c'est Aria, l'ostentation. Et donc l'ostentation en islam est prohibée. De plus en plus, il est remarqué à la télévision et dans les journaux des reportages et des articles portant sur des actions de bienfaisance des musulmans. Particuliers ou organisations, chacun divulgue ses actions aux yeux du grand public. Serait-ce par nécessité ou de l'ostentation? Selon Dr Rufai Mani, imam de la mosquée As-Salam d'Atropokodji, certaines situations peuvent rendre nécessaire, sinon possible, la divulgation d'un bienfait. Mais toutefois, le piège de déraper ne devrait pas être occulté. S'il y a nécessité de rendre ça public, on peut le faire. L'islam l'a permis s'il y a nécessité. Comme par exemple montrer à ceux-là à qui nous avons pris leur argent, que nous avons fait le travail, si vraiment il y a cette nécessité, ou bien si c'est peut-être amener d'autres à vous emboîter le pas, à copier ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, la nécessité dépend d'une personne à une autre. Mais en résumé, s'il y a cette nécessité-là, le Coran nous dit si vous donnez l'aumône et que vous rendez ça public, c'est une bonne chose. Mais le Coran nous dit mais si vous cachez cela et que vous donnez aux pauvres, c'est encore meilleur pour vous. Maintenant, si on le rend public, ce qui est bon, ce qu'on veut, c'est que ces gens-là n'ont qu'à tout faire pour que l'ostentation ne rentre pas dedans. Parce que si jamais ils le font parce qu'on veut qu'on sache que je le fais, alors là, ils vont rentrer dans le verset sévère d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit وَقَدِّمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Oui, nous avons accepté vos œuvres parce que vous l'avez fait à cause des gens et les gens vous ont déjà récompensé et aujourd'hui, vous n'avez rien chez nous. Tout autre chose maintenant, mais toujours dans l'actualité nationale. Ouverture hier jeudi à Cotonou de la 3e édition des journées scientifiques sur le paludisme. Ils sont plusieurs dizaines d'universitaires, de chercheurs et d'acteurs intervenant dans le domaine à prendre part à ces assises attendues pour être un cadre de partage et d'échange d'expériences en vue d'une réponse plus efficace dans la lutte contre le paludisme au Bénin. L'initiative est portée par le Programme national de lutte contre le paludisme. Précision, Nagui Balagwe Moufid Sarouan. 200 participants venus d'un peu partout, pour autant de matières grises, réunis autour de la pandémie. Cette 3e journée scientifique ont pour thème la recherche pour tirer un trait sur le paludisme. Elles se veulent une plateforme d'échange d'expériences et d'analyse hautement intellectuelle, ayant pour objectif d'apporter des réponses hardies et innovantes à l'élimination de la maladie au Bénin. Les journées scientifiques sur le paludisme dont les travaux seront bientôt lancés sont une opportunité pour discuter du paludisme, de son épidémiologie, de sa prise en charge, de l'efficacité des médicaments, de la prestation sociale de la maladie, de la problématique des plantes antipaludiques, des stratégies de lutte et j'en passe. La présente cérémonie d'ouverture nous offre la tribune idéale pour préciser à nouveau que les journées scientifiques constituent l'une des activités de valorisation du programme national de lutte contre le paludisme. Le thème de ces 3e journées scientifiques est donc une occasion qui permettra aux enseignants et chercheurs de prendre des résolutions hardies
est de formuler des recommandations idoines à l'endroit des décideurs politiques en vue de la définition de stratégies adéquates d'élimination du paludisme au Bénin. Étape essentielle dans la perspective du renforcement de la lutte contre le paludisme au Bénin, l'organisation de ces assises s'inscrit en outre dans la dynamique mondiale en ce qui concerne la lutte, de même qu'elle participe de la mise en œuvre de la résolution de l'Assemblée mondiale de la santé relative à ce fléau. Pour atteindre l'élimination du paludisme prônée par la stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme pour 2030, il est indispensable que chaque pays sorte des sentiers battus en entreprenant des interventions audacieuses et innovantes. C'est dans ce cadre que je situe les présentes journées scientifiques qui visent à faire le point des recherches effectuées dans le pays afin d'apporter des solutions efficaces et efficientes à la riposte nationale de lutte contre le paludisme au Bénin. Je voudrais vous assurer, Madame la directrice adjointe de cabinet représentant le ministre de la Santé, du soutien et de l'engagement de l'Organisation mondiale de la santé à appuyer les travaux de recherche sur le paludisme au Bénin. Ces assises se veulent par ailleurs un outil précieux d'aide à la décision en vue de la mise en place de politiques novatrices et plus efficaces de lutte contre la maladie. Les attentes sont dès lors à la mesure de l'enjeu. Vos journées scientifiques permettront donc de partager les expériences de terrain et de comprendre les changements sanitaires induits par le paludisme au Bénin. Elles permettront également de s'imprégner des avancées sur la dynamique du parasite et du vecteur, les défis liés à l'environnement pouvant freiner la marche vers l'élimination du paludisme. Cette perspective devra aider notre système de santé à construire une meilleure approche de solutions. Le ministère de la Santé, par ma voix, se réjouit de votre présence effective dans cette salle et salue au passage la présence de toutes les délégations venues de l'intérieur et de l'extérieur du Bénin. Plusieurs conférences sont prévues pour meubler ces assises. À chacune d'elles succédera une session de communication portant entre autres sur l'épidémiologie du paludisme, la prise en charge des cas, le paludisme et la grossesse, la lutte antivectorielle, les plantes médicinales et le paludisme, et la liste n'est pas exhaustive. On reste dans le secteur de la santé, on s'intéresse maintenant à la problématique du coronavirus qui est toujours d'actualité. Le respect des gestes barrières fait partie des mesures de prévention indispensables à observer par tous, mais force est de constater que tel n'est pas le cas partout. Direction le campus d'Abomey-Calavi, plus précisément dans les bus de transport en commun réservés aux étudiants pour apprécier ce qu'il en est du port de masque, du respect de la distanciation sociale. Reportage. Des étudiants assis ici à l'arrêt bus de l'université d'Abomey-Calavi attendent l'arrivée des moyens de transport pour rejoindre leur domicile. Aux environs de 12h45, ces bus font leur apparition. Quelques minutes plus tard, les voici à bord des bus bondés, exposés au risque de contamination à la pandémie de Covid-19. Qu'est-ce qui peut expliquer ce non-respect des gestes barrières en ce haut lieu du savoir? Au lieu de 6 bus, nous sommes actuellement à 5 bus, où nous sommes obligés de faire voyager tous les étudiants qui viennent de divers horizons. En cette période de Covid, les gestes barrières ne sont pas respectés parce qu'il y a des embauches dans les bus. Sur les sièges, nous sommes à 4. C'est-à-dire quand tu es assis, tu peux prendre d'autres personnes sur toi. S'il y a jumelage et il y a essai d'effectifs, les sièges de 3 personnes portent jusqu'à 9 personnes. Ce qui fait que ça soit assis ou debout, on est vraiment coincé. On les reconnaît dans la circulation par leur surcharge. Des bus de 50 places qui prennent des fois plus de 100 passagers. Si pour certains, les gestes barrières ne sont pas du tout respectés, d'autres estiment que des efforts sont faits, mais insuffisants. La distanciation, vous savez que nous sommes dans les bus, cela n'est pas totalement respecté.
parce que si vous asseyez, vous êtes côte à côte. Mais les autres mesures barrières à la pandémie sont respectées à la règle. À ce jour, et selon les explications des étudiants, l'université d'Abomey-Calavi ne dispose que de 5 bus qui peuvent être réduits à 2, voire 1, en cas de panne. Les responsables du Centre des œuvres universitaires et sociales contactés n'ont pas souhaité se prononcer là-dessus. Excédés par la situation, les étudiants appellent les autorités au secours. On a besoin de bus parce que physiquement on souffre. Supporter le poids d'un autre, à chaque fois, à chaque voyage, c'est vraiment pitoyable pour nous. Il faut que l'État fasse quelque chose pour pallier à ça. J'aimerais demander aux autorités de bien vouloir nous aider à avoir un peu plus de matériel roulant, qu'au moins chaque ligne ait son bus. Des doléances ont été pourtant faites dans ce sens par le passé, a confié une source proche du bureau en charge du transport. Et rien n'est encore fait. En attendant le dénouement de la situation, le calvaire continue avec tous les risques liés à la Covid-19. À présent, je vous invite à faire un tour du côté de l'échangeur de Godomain. Le contournement de l'échangeur est en mauvais état. La piste cyclable se dégrade de jour en jour et expose les usagers à d'énormes dégâts. Constat sur place avec Ali Moumouni. Il devrait être planté ici un panneau sur lequel sera inscrit « Rouler au pas ». Mais hélas, et même sans, les usagers de la piste cyclable de l'échangeur de Godomain réduisent convenablement leur allure face aux ralentisseurs de fortune de cette voie. L'état actuel des pavés de ce contournement laisse place à une suite de dos de chameaux qui s'installe sur plus de 100 mètres. L'état de la voie, là, vraiment, on pense que c'est quelque chose à revoir parce que c'est gâté complètement. Vous voyez, non? Et ça n'a pas d'espoir. Quand tu es sur Vivali, tu es sur moto, tu es sur voiture, ça peut causer d'accidents, d'énormes accidents. Vous voyez un peu, non? L'état de cette voie, bon, ça fait partie des éléphants blancs de notre arrière-papa. Ouais, c'est un chantier que le papa est venu inaugurer, mais c'est comme ça s'est retrouvé enfin. Si cela profite aux vendeurs de friperies installés sur le trottoir, l'état de cette piste cyclable n'est pas sans conséquences. Des difficultés liées à la conduite en passant par l'impact sur les engins, les usagers dénombrent assez de risques quand il s'agit d'emprunter cette route. Ah, ici, on ne circule pas comme ça. Ah, tu risques de couper ton truc là, ton moteur. On ne circule pas comme ça ici, on a des difficultés tellement, surtout dans la nuit. Et une fois que la voie n'est pas bonne, les bandits viennent s'arrêter. Vous voyez bien, non? Ils profitent de l'état de la voie pour pouvoir semer les scandales. Vous comprenez, non? Et parfois, il y a des choses aussi, quand vous prenez le client, il y a le colis qui tombe. Vous voyez bien, non? Au fur et à mesure que vous voulez vous arrêter pour prendre, il y a quelqu'un qui vient déjà, il prend, il disparaît. Et si la voie était bonne et tout le monde passait librement, ces problèmes-là n'allaient pas se poser. Réhabilitée à plusieurs reprises, cette piste continue de donner du fil à retordre aux usagers. Dos d'âne, trop immenses et crevasses, c'est tout cet ensemble qui crée le casse-tête des motocyclistes du tronçon échangeur de Godomain-Calavi. La qualité est dépréciable et est dépréciable. Est-ce que vous voyez? Donc si nous pouvons assumer à la responsabilité et à une meilleure amélioration, puisque la voie a été réparée une fois. Vous voyez, donc nous ne voulons plus les arrangements de qualité moyen âge. Est-ce que vous voyez? Nous voulons une qualité exceptionnelle, telle que le président le fait. Ils ont réparé, mais ça là, ce n'est pas bien fait. Il faut qu'ils puissent trouver une solution définitive. Vous voyez un peu, non? Une solution définitive à ça. En attendant que la Direction générale des infrastructures ne se penche sur l'état de ce contournement, le calvaire des usagers de la piste cyclable de l'échangeur de Godomain continue. Pour finir maintenant, on parle de la signature de convention d'amitié entre la Fondation Benoît Zocli et l'Union sportive de Gasny, un club de football français. Les accords de partenariat ont été scellés à Kouyogbé dans le département du Mono. Reportage. En paraphant ces documents,
Pierre d'Alcantara Zocli et Johan Auvray donnent une existence légale à un partenariat naissant entre la Fondation Benoît Zocli et l'Union sportive de Gasni, un club de football français. La séance de signature de cette convention d'amitié s'est déroulée le mardi 4 mai à Doutou, dans la commune de Khoyagui. Il faut savoir que la Fondation Fan Benoît Zocli est une fondation créée pour rehausser, continuer de faire assurer la vision civilisatrice que notre père, notre oncle, notre patriarche, le tout premier infirmier, le tout premier conseiller territorial entre 1957 et 1960 et le tout premier député à l'Assemblée nationale de Sahwe entre 1960 et 1963. L'envie qui est ici, c'est de créer une passerelle entre mon club, Gagny, la Fondation, Pierre, vous tous ici, et au fil du temps, ou du moins pendant les 3 prochaines années, faire en sorte que chaque année on puisse livrer un petit peu de matériel sportif ou éducatif. Et puis je pense que c'est une première pierre à l'édifice. Et au fil du temps, avec les envies de chacun, je suis sûr que c'est quelque chose qui va continuer à grossir, à grandir. Pour marquer d'un cachet spécial le partenariat qui vient de naître, l'Union sportive de Gasni, à travers son président, a offert des maillots jaunes et noirs à des élèves du village voisin de Aouloumé. La cérémonie de remise de ce don de maillots a eu lieu dans la cour du collège d'enseignement général de la localité. Notre joie est immense et très immense ce jour parce que c'est une surprise agréable qui vient à point nommé. L'école, c'est important. Il faut que vous ayez bien ça en tête. Ça ouvre beaucoup de portes. Donc en tout cas, moi je suis ravi avec l'Union sportive de Gagny de pouvoir vous aider. Johan Auvray est adjoint au maire en charge de l'événementiel à Vernon. Il est également vice-président à Seine-Normandie, agglomération. L'Union sportive de Gasni, dont il est le président depuis 3 ans, a été créée en 1957. L'histoire a commencé par une jeune, je dirais une dame, Sahwe, qui est adjoint au maire à Vernon. Elle s'appelle Léocadie Zocli. Son collègue Johan Auvray, adjoint au maire aussi, mais surtout président de l'Union sportive de Gasni, a échangé avec elle sur son projet de voyager, de venir au Bénin. Alors elle a dit, mais tiens, pourquoi tu n'en profites pas pour voir les membres de ma famille? C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous avez les maillots jaunes et noirs. La Fondation Benoît Zocli et l'Union sportive de Gasni se sont engagés à mettre les 3 années à venir du matériel sportif et du matériel éducatif à la disposition des jeunes de Khoyagui, une commune du département du Mono. Le maire de cette commune a d'ailleurs reçu en audience les différentes parties. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour l'attention et la fidélité. Nous vous souhaitons une bonne suite de journée du vendredi, un très bon week-end.